Khalid, lundi, là, j'ai voulu faire mon programme. J'avais quelque chose là, dans mon programme à faire. Puis ben, j'avais pas envie, j'étais brûlée de ma journée lundi en fin de journée. Puis je me suis sentie vraiment comme nulle là, de pas me forcer pour le faire. Fait que toi, là, de ton point de vue de coach, là, qu'est-ce que tu me dirais? Jazzette. C'est ça le jazzette avec un coach. Ouais. C'est-à-dire que je vais te parler et comprendre pourquoi cette journée-là, ça ne te tentait pas. Mhm. Et à partir de là, on va se dire quoi faire. Ou s'il y a une correction, Mhm. ou laisser couler aussi. Ouais. Parce qu'on peut aussi laisser couler, c'est pas la fin du monde. Donc, en fait, l'idée, c'est d'abord la jazette, OK? On en parle, on voit pourquoi. Est-ce que c'est physiologique? Est-ce que c'est psychologique? Est-ce que j'ai mal mangé? Je suis pas hydraté? Je suis juste fatigué? Cycle hormonal? En fait, on balaye plusieurs points. Mhm. Et puis, souvent, juste en parler réglerait le problème. Alors, aujourd'hui, on parle des hauts et des bas dans le sport. Oui, Bienvenue à une jasette. des hauts plus que des bas. Oui, Ouais. bienvenue à une jasette avec le coach. Bonjour Anne-Marie. Salut, Khalil. Notre objectif aujourd'hui, c'est de vous expliquer pourquoi il y a des hauts et des bas, à quoi ça sert, parce qu'il y a une fonction à ça, puis elles font partie intégrante du plan, puis c'est jamais finalement un manque de volonté. Ça fait partie. Oui, il y a deux aspects. Le manque de volonté, ça va être l'aspect psychoéducatrice, c'est-à-dire l'aspect psychologique, le cerveau. L'aspect physiologique, je vais le traiter avec ma petite vingtaine d'années d'expérience en tant que préparateur physique. Ouais. Et puis, voilà, on va voir les deux aspects, on va en parler et puis on va aussi donner des exemples d'athlètes de haut niveau Mhm. et voir eux comment ils ont fait face au bas, face au haut et c'est ça. Fait que si on commence avec pourquoi le corps il décroche. Tu sais, dans le but, c'est comprendre les bas, les bas de le creux de vague quand on s'entraîne, quand on a des compétitions. Au niveau scientifique, ben toi aussi, là, on a regardé plus les modèles comme de Stone, qui illustrent un peu la performance, qui est pas une accumulation linéaire d'efforts. Mhm. Tu as tendance à dire que c'est cyclique ou il y a des hauts, des bas, puis c'est comme ça comme même dans la vie en En général. fait, il n'y a pas de ligne droite dans la vie, il n'y a pas de ligne droite dans le sport, c'est en dents de scie. Et si ton objectif est d'aller plus haut, plus vite, Mhm. c'est en dents de scie avec une tendance haussière. Donc, ça fait toujours dents de scie, mais la tendance est haussière. Donc, c'est vraiment ça. Mais si on cherche des lignes droites, il n'y en a pas dans le sport. Et c'est quasi impossible. Donc, on cycle, c'est-à-dire que on va cycler dans le plan, on s'y attend à ce qu'il y ait une baisse pour Mhm. qu'il y ait une remontée. Et il y a aussi des phénomènes autres qui sont psychologiques ou des phénomènes physiologiques et tout, qui font que il y a une compétition qui se passe mal. Donc, il y a les deux. Puis j'ai un peu compris que si on descend jamais en intensité, ben le corps il va rester en mode survie, puis il peut pas aller se reconstruire. Oui, ça, c'est la surcompensation. C'est-à-dire qu'on cherche ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on dégrade de la fibre, on vide nos réserves énergiques, parce que si on ne dégrade pas et si on ne vide pas nos réserves énergiques, il n'y a pas de changement dans le corps humain. OK. Donc, il n'y a pas 10 000 méthodes, il faut dégrader de la fibre et il faut que ça déchire. Mmh. OK? Ouais. Et il faut se vider et de manière cyclique, on coupe l'effort, OK, toute proportion gardée. Ouais. Et puis l'idée, c'est de se retrouver au-dessus du point de départ quand on a coupé. OK. C'est que la surcompensation s'est bien passée. Donc,
C'est ça. Donc, on monte, on coupe, on se retrouve à un point plus haut. Mhm. Dans ton corps, on coupe, on se retrouve à un point plus haut. Donc, on pourrait mettre en lien un graphe qui l'explique aussi. OK. Puis, Ouais. il parle aussi de la fatigue résiduelle, là. Je sais pas, tu sais, comme c'est si la fatigue résiduelle s'accumule trop parce que les séances s'enchaînent sans jamais avoir de récupération, bon, ça devient que il y a le corps a besoin de se reposer. C'est ça que tu Oui, expliques? oui. Même la surcompensation, c'est quelque chose. La fatigue résiduelle, c'est autre chose. C'est comme le fond. On dit, hey, j'ai un fond de fatigue, j'ai Ouais. toujours un fond de fatigue. Par exemple, en musculation, je conseille aux gens chaque 3 mois de prendre une semaine off. Ou tu fais Donc, rien. où je fais rien. Donc, si quelqu'un, bien sûr, s'entraîne 5 fois semaine, de manière structurée, sur un plan fait par un professionnel, ben, je lui conseille de prendre une semaine à 5 jours où il fait rien. Et voilà. Donc, ça permet aux tendons, aux articulations qui se régénèrent, ça permet aux muscles qui se régénèrent et ainsi de suite, quoi. Fait que si je comprends bien, si on suit ce genre de plan-là, on a moins de risques de se blesser puis de plafonner. Exactement. On a moins de risques de se blesser. On a moins, on plafonne moins, même si c'est plafonner ou se blesser, ça fait partie du processus des sports de groupe d'âge et d'élite. C'est-à-dire que finalement, si on veut zéro, quand je dis blessé, c'est rien de grave, mais Ouais. si je veux ne rien sentir, ben je ferai rien. Donc c'est ça. Après, il y a les groupes d'âge élite, ce que j'appelle moi les groupes d'âge hyper performants, et s'ils flirtent pas avec les limites, donc il y a toujours risque de blessure, ben on ne provoque pas le changement. OK. Et cet état, c'est-à-dire flirter avec le seuil, la limite, souvent être au bord du précipice, mais c'est ça, ne pas sauter on the edge, on dit en anglais. Et puis, si on va pas là, on n'aura pas les résultats pour une certaine catégorie d'athlètes amateurs qui veulent, c'est les hyper performants, quoi. Mais on en Donc, comprend qu'hyper performant ou athlète olympien, on a quand même besoin d'une période de récupération. tout le monde, C'est ça. tout le monde. On n'en fait pas exception. Puis, Ouais, tu sais, je prends entre autres, j'ai de la misère, Monsieur Bolt, ouais, Usain Bolt, qui a fait des records, les Américains. ouais, Ouais. records du monde, 100 mètres, 200 mètres. Tu sais, puis en entrevue, il a dit, Son record tient toujours. c'est fou, là. C'est malade. Ouais. Tu sais, ça veut dire que. Puis lui, en entrevue, là, je le cite, là, il dit: J'ai appris au fil des ans que l'entraînement est important, mais que la récupération est tout aussi importante. Si tu donnes pas à ton corps le temps de se reconstruire, tu fais que l'épuiser. Oui, Je veux dire, c'est un athlète professionnel. oui, oui. Tu sais, Il cycle. athlète, Il cycle et il coupe. Ouais, je me dis, je me rends pas à son niveau, mais mon corps aussi a besoin de repos. 100%. OK. Ouais. Mais des fois, ce qui embarque, ce que moi je peux voir dans l'aspect plus santé mentale, c'est que je vais voir des gens qui, face à un défi, s'ils n'ont pas atteint leurs objectifs, leurs résultats, euh, ils vont se décourager, puis l'humain est fait comme ça, il va vouloir abandonner, tu sais. Parce que tu sais, au dernier épisode, j'ai parlé de la théorie de l'autodétermination. Puis un des nutriments, c'est le sentiment de compétence. Oui. Quand tu fais face à ça, puis ton discours interne te dit que t'es pas bon, que tu te sens nul, tu aurais pu t'entraîner, tu sais, comme que tu t'autoflagelles, mais on va toucher l'estime de soi. Oui. Alors, tu sais, un piège, entre autres, face à la fatigue, ça serait de voir que tu es en perte de compétences, alors que c'est tout le contraire si on en comprend bien la biologie. Exact. Puis l'autre chose, c'est de dire, ben l'outil que moi j'utilise, même dans ma pratique avec même des jeunes élites là, que j'ai en suivi. Euh, on en a parlé tout à l'heure avant d'entrer en ondes. J'ai une cliente qui a amélioré ses temps à la nage de façon phénoménale. 16 secondes, c'est pas rien. Puis mon réflexe a été de dire, explique-moi comment c'est possible. Clairement, pour un élite jeune, quand il casse autant de secondes,
clairement, il y a l'aspect psychologique. C'est clair. Ça, ça peut pas être physiologique. Ensemble, ce qu'on travaille, c'est au lieu d'aller fixer des objectifs de résultats, Mhm. on va aller dans des objectifs de maîtrise. Oui. Donc, on va être dans le mouvement. Je vais dire, on va travailler la visualisation. Pas elle qui s'imagine, mais de faire son mouvement. Donc, dans son réchauffement, de décortiquer son mouvement pour mieux le sentir. Mhm. De parler de discipline au lieu de ses temps et ses scores. Ça va aller faire toute la différence pour qu'elle puisse aussi, comme tu nous avais fait regarder en âge aussi là, Michael Phelps, tu sais, quand il parle de son sentiment, de comment il ressent sa nage. It feels the water. Ouais. Feel the- Il se sent dauphin quasiment. Léon Marchand dit la même chose. Je me sens en harmonie avec C'est la là, matière qui est l'eau. t'es pas focus sur tes résultats. Ah non. T'es vraiment dans Ah non. ton flow. Puis là, quand on regarde les résultats à la fin, Ouais. normalement, tu performes mieux que Ouais. quand ton cerveau il fixe sur le résultat. Mais c'est des sports de toute façon, durant l'effort, on ne connaît pas où on en est. Mhm. C'est-à-dire que si je nage à 750 mètres en eau libre, durant l'effort, je ne sais pas si je vais le faire en 13 minutes, en 15 minutes ou en 11 minutes 30. Donc, je ne sais pas. Mon fils, en regardant cette capsule, il va dire, mais non, papa, sous 10 minutes, mais on parle de groupe d'âge. Et c'est ça, c'est comme dès que en nageant, on ne sait pas. Donc, l'idée, c'est de se donner un autre objectif qui est qualitatif. Exact. Donc, dans la natation jeune élite, par exemple, est-ce que ton plongeon, comment ils disent eux, le dive, est-ce que le dive était bon, ta coulée était bonne, le virage était bon, euh, post-virage, as-tu fait le nombre de coulées qu'on voulait, es-tu resté sous l'eau le 5 mètres, le 7 mètres, le 10 mètres que tu avais prévu? Et ça, le fait de mettre le cerveau et visualiser ça, ben, ça aide énormément. Parce qu'il y a de la pression. Visualiser une minute, le son ou 44 secondes ou 1 minute 20, c'est quasiment impossible. Les discours qu'on va entendre, c'est ah non, 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 j'y arriverai pas, je vais pas faire mon temps. Puis là, ton cerveau, il commence à te bloquer, puis tu peux pas optimiser ton potentiel physique. Exactement. Parce que, mettons, ma cliente est prête physiquement. Là, son entraîneur l'aurait pas inscrit à Exactement. il savait. Alors, c'est là où j'ai dit. Oui, elle était au pic physiquement. Mais en fait, le pic de forme est facile. C'est le plus haut de ta forme en énergie et le plus bas, la fatigue. Donc, dès que le delta entre la forme et la fatigue est très élevé, ben, tu es en pic de forme, le fameux pic. Et là, dans la périodisation, on fait tout pour y aller. Donc, souvent, on va décortiquer ça en préparation physique générale, le fameux PPG. Puis, il y a une construction, puis il y a la période du pic de forme, puis la période des compétitions. Chez les triathlètes, les lectures sont plus anglophones, donc ils parlent plus de base, build et peak. Okay. Mais en fait, l'idée aussi, c'est que le pic de forme est tellement bon. Vraiment. Ouais, faire un PB, traverser la ligne en réalisant ces objectifs. Toi, tu as été aussi sur un stage avec une shape de fitness et tout. Ça goûte bon. Mais ce qu'il faut savoir, ce que le préparateur physique doit dire à son athlète, c'est que c'est éphémère. Effectivement. C'était très, très court en durée. Donc, on ne peut pas avoir beaucoup de pics de forme dans une saison. Après, c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a une méthode norvégienne qu'on voit beaucoup dans les sports d'endurance où ils sont en train de montrer que eux, chaque 2 à 4 semaines, ils arrivent à sortir des grosses performances en triathlon longue distance. Okay. Néanmoins, pour nous, le groupe d'âge, un pic de forme, c'est période éphémère. On essaie d'en avoir 2, 3 dans une période estivale, on va dire. Et si on les atteint, on est très, très content. Mais chaque fois qu'on atteint ça, donc un haut, eh ben, il y aura un bas derrière. C'est pour ça que des fois, vers octobre, novembre, La déprime. La déprime. Mais oui. Parce qu'on a tellement. Oui, la déprime.
Ouais. des étés, pendant un petit bout, je faisais 4 triathlons par été. Ouais. Rendu en octobre, avant qu'on commence les cours de nage, moi, j'arrêtais de courir Ouais. pendant au moins minimum, on dirait un mois, je lâchais tout. Là. Ouais. Ça, Ouais. je peux appeler ça mon creux. Puis après, hop, on recommence nos entraînements de Ouais. tout le monde ensemble. Puis là, ça prend un peu, mais ça reste quand même que ce high-là que tu vis l'été, à franchir des lignes d'arrivée, à te mettre en roche comme ça reste quand même. Mais en fait, dans tout le cycle, il y a des aspects psychologiques. Dans la première, dans le PPG, la préparation générale, c'est long, les gens veulent, ils ont des papillons et ils veulent, et puis dans la construction, quand on commence à faire du spécifique, ça aussi, ils s'emballent, ils s'essayent, on peut avoir des blessures, et puis il faut les calmer après parce qu'il y a l'affûtage. Donc, lui dire, tu vas en faire 30% de moins ou 20% de Ça, moins, des fois, les gens c'est quand. pas ça. Mais même s'ils comprennent, en fait, l'idée, en fait, ils sont trop habitués, ils aiment faire ça. Donc, quelqu'un qui s'entraîne 6 heures par semaine et tu lui dis, la semaine prochaine, c'est 4 heures, il s'est habitué. Et encore plus dans ceux qui font du long distance. Lui, elle s'entraîne 12 à 15 heures semaine et puis elle passe à 6, 8 heures. Je fais quoi le reste de la journée ou des choses comme ça? Parce que ça rythme la vie aussi. On est heureux, on est au sein d'un groupe et ainsi de suite. Donc, mais l'affûtage, c'est très important. Donc, l'aspect psychologique après le pic de forme, il existe différemment avant le pic de forme où il faut qu'on retienne. Il y a aussi les gens qui veulent s'essayer. Donc, j'aimerais bien essayer, il a un 5 kilomètres dans 2 semaines, et il aimerait essayer le 5 kilomètres aujourd'hui pour voir où il en est. OK. Mais chez un amateur groupe d'âge qui n'a pas un gros historique sportif, c'est pas l'idéal. Il y a une expression traduite de chez les Norvégiens, encore eux, qui dit on tire pas les carottes de terre pour voir si elles sont mûres. On attend le jour J, on tire les mûres. Donc c'est ça, on s'essaye le jour J. Et le haut, le pic de forme pour celui qui a bien fait les choses, parce que on peut faire des erreurs et puis on peut rater le pic de forme. Et c'est ça, c'est le jour J. Oui, puis normalement, tu sais, quand tu nous fais faire l'affûtage, puis quelques jours avant, on s'entraîne pas vraiment là, par expérience. Moi, je trouve que je performe vraiment mieux la journée de la compétition. Ça, c'est dû aussi à ta charge professionnelle. Ah ouais, hein? C'est-à-dire que si tu as une charge familiale, sociale, professionnelle élevée, plus l'entraînement, quand on coupe l'entraînement, ça fait juste « Oh wow, OK ». Donc, j'en faisais peut-être trop. Et là, le jour J arrive et puis on déborde d'énergie, mais on a gagné. Ça veut dire qu'on a réussi. Ça m'amène au sortir du creux, là. C'est le modèle de c'est en anglais, là, le RESCUE, là, le Stress Recuperation Global. Dans cet outil-là, ce qu'on utilise, c'est on mesure le stress comme une façon. Le stress est multidimensionnel. Fait que je m'explique, là, c'est que si tu as un énorme stress au travail, puis que tu ajoutes un entraînement de haute intensité, ça se peut que ton réservoir global il déborde. C'est comme si tu avais le même compte de banque pour toutes tes transactions. Transactions de travail, transactions d'entraînement. Si les deux, tu fais beaucoup de dépenses, à un moment donné, il n'y en a plus d'argent dans ton compte de banque. Fait que c'est ça, quand tu me dis qu'au niveau social, de travail, effectivement, si j'ai eu une grosse journée de travail ou des grosses semaines où j'ai accompagné ma fille, mettons, dans ses compétitions, mais après, moi, je reviens au travail, j'ai des évaluations, des rapports à faire, ça se pourrait que j'ai une fatigue mentale qui ne me permette pas d'aller faire un entraînement élevé. Puis, quand on voit que les gens s'écoutent pas, ils prennent pas le temps d'évaluer, de faire leur thermomètre de leur semaine, là, on peut voir des épuisements. Tu sais, moi, je suis souvent au bout là, de la chaîne. Donc, si ton stress émotionnel est élevé, mais normalement, on devrait voir ton plan d'entraînement qui doit s'ajuster. Puis, sinon, c'est là que tu diriges comme vers une grande fatigue ou finalement, ton entraînement sera pas bénéfique là, parce que
ton corps peut pas tout faire en même temps. Je sais que j'entends des grands performants dire: «Ouais, mais c'est mon programme, faut que je le suis». Ben, peut-être que si on fait coût-bénéfice, si tu sautes une journée parce que ta journée a vraiment été infernale, que tu as une bonne nuit de sommeil, puis que finalement tu le reportes au lendemain Mhm. ou même au surlendemain, probablement que ça va être plus efficace. Est-ce que je me trompe? Ok. Au niveau psychologique, je pense que oui. Oui, c'est possible, mais en fait, c'est du cas par cas. Ça dépend de la personne L'aptitude. et surtout son historique sportif. Donc, c'est vraiment du cas par cas, mais c'est ça. Il pourrait faire aussi une séance plus légère. Donc, Ouais. ça pourrait être ça. Soit que tu me proposes du Exactement. sport, faire une marche ou embarque sur ton tapis, fais quelques minutes. Exactement. Euh, Exactement. Puis ça va t'aider. Puis c'est vrai, parce que ça répond aussi à mon besoin des fois, à la fin de la journée, Ouais, pour décompresser. Je vais exactement. faire quelque chose de Exactement. léger. Mais ça reste quand même que les études nous le nomment, que le corps, biologiquement, a quand même besoin que tu l'écoutes, que tu peux pas être à haute intensité dans toutes tes sphères. Ça ne sert à rien. Ben non. Ça ne sert à rien, c'est contre-productif. Et on voit beaucoup de capsules qui passent sur la fameuse zone 2 et l'importance de cette zone 2. Ouais. Encore une fois, chacun, on lui quantifie sa zone 2 selon son historique sportif et son niveau. Néanmoins, on sait que la zone 2 est importante. On ne peut pas passer hors de cette fameuse zone où physiologiquement le corps est sur les lipides et puis l'énergie est stable. On est comme à la sortie du facile et le début du difficile. Donc, on a les bonnes hormones, on a de tout, quoi. Donc, mais souvent, si tu rentres fatigué c'est ton système nerveux, dans ton cas de psychoéducatrice qui est fatigué, peut-être faire juste un peu de vélo stationnaire en regardant un programme, ça relâche et puis c'est utilisé comme un levier. Oui, tout à Ouais. fait. Fait que, tu sais, Khalil, on vient de voir que le stress peut être cumulatif, Mhm. mais quand on vit une défaite ou un plateau, l'instinct premier, comme je disais tantôt, c'est souvent de vouloir lâcher. Mais pourtant, on a vraiment des grands professionnels Mhm. qui voient les choses autrement. Je vais prendre Serena Williams, Mhm. qui est une professionnelle renommée au Mhm. tennis. C'est quand même une femme The GOAT. de Pour moi, c'est la meilleure de tous les temps. J'adore cette athlète. admirable, Ouais. puis Au tennis, Serena, c'est phénoménal. mais Serena elle disait que bien qu'elle déteste perdre, je la comprends, tu sais, c'est une athlète, tu veux gagner, là, surtout quand tu es professionnelle. Mais c'est dans la défaite qu'elle a appris le plus sur elle-même, puis sur ce qu'elle devait changer dans son entraînement, puis dans ses parties, dans ses games. Oui, oui, Pour elle, un bas, c'est juste un tremplin. ouais, C'est beau là, quand tu entends ça. Là. ouais, C'est un bon exemple pour illustrer la transformation d'une défaite en données pour ajuster ton plan. ouais. Je trouve ça beau. Là. Ouais, nous, on fait du one-to-one. C'est-à-dire que quand tu as un bas après une compétition, je vais te parler, un mini questionnaire et on essaye de savoir pourquoi. Donc, Mm. on va aller vers l'hydratation, ton activité intestinale, ce que tu as fait la veille, et puis on analyse un peu les chiffres. Ça dépend de l'athlète, s'il est très stat et qu'il a quelque chose qui mesure le rythme cardiaque durant l'effort, la force durant l'effort et ainsi de suite ou pas. Donc, on essaye de voir tous ces aspects-là et avec ce mini questionnaire, on élimine d'abord le physiologique parce que c'est drôle à dire et non. En fait, c'est le plus facile, le physiologique. Ouais. Et après, on passe aux intangibles. Donc, les intangibles, c'est le croustillant, c'est toi. Donc, les intangibles, c'est le cerveau. Ouais. Et c'est ça. Il y a un joueur de tennis qui fait partie des 10 meilleurs de tous les temps selon plusieurs classements, qui, je pense, a toujours le record du nombre de tournois ATP gagnés, Jimmy Connors. Et il a joué, je pense, plus de 20 ans. Il a eu une durée incroyable. C'est le Et lui, c'est une des plus grosses de tous les temps. Et lui, il dit, Serena Williams aussi d'ailleurs, et lui, il dit, ce qui l'importe le plus, c'est les intangibles du sport. Et je pense en 2015, il a fait un papier dans The Wall Street Journal à New York et
il disait que ce qui l'intéressait quand il coachait une élite de très haut niveau, Ouais. et il venait de coacher une joueuse de tennis canadienne, OK. il dit, elle sait jouer. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est son cerveau, son cœur. Est-ce qu'elle veut gagner? Qu'est-ce qu'elle met en place pour être en haut? Parce que comment tenir la raquette et comment claquer la balle, elle sait déjà. Donc, c'est ça. Il a fait un beau papier sur les intangibles du sport. Et ce qui est bien, c'est que maintenant, avec les stats avancées, le journal dit que Jimmy Connors est l'athlète dans tous les temps qui gagne quand ça compte. Donc, c'est lui qui a le plus gagné les parties importantes. Où est-ce qu'il y avait plus de pression? Là où il y a le plus de pression, là où ça compte le plus, il décroche le Saint Graal, lui. Ce qui est quand même incroyable. Donc, en fait, il a trouvé un mécanisme psychologique, vu que techniquement, il pouvait pas être le meilleur sur 20 ans, mais il a trouvé un mécanisme psychologique pour être en haut souvent, malgré ses bas, puisqu'il n'était pas premier au monde. Donc, il est même loin de là les 10 dernières années. Donc, il avait un mécanisme qui lui permettait de rester en haut souvent. Il y a aussi le champion de Kona, de Ironman, oui, Nice, Sam Laidlow, qui a fait une capsule super intéressante qu'on peut voir sur YouTube ou sur les réseaux sociaux des hauts débats. Parce que lui, ses intestins, ben, c'est physiologique, mais en même temps, ça lui joue dans la tête. Ben, Donc, il sensible, peut-être. exactement. On a notre meilleur skieur alpin canadien de tous les temps qui a atteint des hauts incroyables en gagnant le globe de cristal dans le Super G, mais il l'a gagné un mois après les Olympiques. J'imagine. Et aux Jeux chez lui, à Vancouver, en 2010, il a fait 5e, qui était un résultat extraordinaire. 5e au ski alpin face aux Suisses, aux Autrichiens, aux Italiens, aux Français qui s'entraînent dans les Alpes et tout. Et lui, il fait 5e, c'est extraordinaire. Sauf qu'en mars, il gagne le championnat du monde. T'imagines? Donc, et il a eu un bas, sa 5e place, nous, on était wow, mais lui, Ouais. il a eu un bas. Mais après ça, il a eu un super haut, donc il a su rebondir et il a eu un super haut. Après, dans les chutes brutales, contrôlées, on a Léon Marchand, après ses médailles d'or olympiques en natation aux Jeux de Paris, eh ben, il s'est éclipsé. Ah ouais. Et il est parti, voyage en Australie, C'est vrai? surf, nage à très bas volume. Les gens disaient, ah, il va perdre ses acquis et tout. Mais en fait, il est allé profiter de l'été austral. Et puis, quand il est revenu, eh ben, c'était toujours Léon. Ben, il avait juste récupéré. Hein. Ben oui. Mais c'était planifié. C'était dans le temps parce qu'il était à l'université à l'époque de Phoenix. Et puis, c'était planifié. Donc, c'était structuré. Je m'entraîne, je vais monter au plus haut niveau. Il a atteint ses objectifs dans son cas de le plus qu'on peut dans l'histoire. Et puis après, oui, je vais avoir une chute, c'est le bas, mais je serai sur une planche de surf avec mon frère dans son cas et en Australie en train de profiter. Donc, on accepte les hauts et on accepte les bas aussi. Oui, ça fait partie de la game. Ah oui, oui. C'est ça aujourd'hui, tu sais, si je résume notre jasette, là, Khalil, là, Mhm. les bas en sport, là, c'est pas un signe que tu es brisé ou que tu manques de volonté. Pas du tout. On a
fait la démonstration avec des modèles scientifiques comme Stone qui l'expliquent. C'est littéralement la biologie qui fait son ménage pour te rendre plus fort. Exact. Si tu le vois comme ça, c'est très positif. On n'a pas vraiment abordé non plus la différence homme-femme aujourd'hui parce que je pense qu'on n'est pas les spécialistes pour ça. C'est ce qu'on s'était dit, mais on en a une ici au Québec, Jasmine Paquin, qui est doctorante en sciences de l'activité physique, qui a fait un travail fascinant sur la santé féminine. Vous pouvez l'écouter, entre autres, sur le podcast tu m'avais fait écouter, là, Jamais assez. Sur un autre aussi, j'ai mis le lien. On a mis le lien là, dans le podcast qui, elle, va aller parler au niveau de la santé féminine, puis l'impact notamment sur les sports d'endurance, mais sur la globalité pour mieux comprendre pourquoi des fois on a des creux, pourquoi on a mal partout, pourquoi j'ai moins tenu fort ma raquette, pourquoi je manque de force alors que ça n'a juste pas rapport. Exact. Bref, elle a quantifié, documenté, ce qui n'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup. Là, Et c'est très bien que ça vienne d'une femme. C'est très, très bien. Pour moi, ça va de soi. Parce que je pense que mais malheureusement, on voit quelque chose de temps en temps, Ouais. parce que le système est fait comme ça, mais c'est très, très bien que ça vienne d'une femme. Puis, elle a fait sa maîtrise, son doctorat là-dessus. Je l'ai lu, c'est incroyable. D'ailleurs, il est public de mémoire sur l'Université de Sherbrooke. Oui, c'est peut-être Jasmine Paquin, Kinésie, vous allez trouver. Super. On vous a mis des liens pour ceux qui veulent l'écouter ou la voir sur Ouais. YouTube. Elle vulgarise vraiment bien. Donc, on vous encourage à aller lire aussi là-dessus parce que pour ma part, tu m'as fait découvrir Madame Paquin. Puis ça m'a fait du bien de comprendre certains aspects où des fois, j'étais pas capable de t'expliquer pourquoi j'y arrivais Oui. juste pas. Là. Et elle dit quoi, elle? Il y a quelque chose dans ton Moi, je l'ai lu, mais pour... Mais là, je c'est ça. ne sais pas si je vais vulgariser comme il faut, mais dans le cycle menstruel, notamment, 2 semaines avant le déclenchement de nos règles, là, Il y a une fluctuation. fluctuation dans nos hormones de progestérone, estrogène. J'ai pas entendu beaucoup sur la testostérone, mais il y en a aussi quand on entre ménopause, fluctuation. Puis ça va l'affecter, ça peut aller jouer, tu peux avoir des douleurs. Là. Et aussi, l'activité physique, on est moins performant lors d'une fluctuation de la Oui. progestérone. C'est ce qu'elle dit, Exact. et c'est ce qu'elle a documenté. Et donc, ce qu'il dit, et là, je fais juste rapporter son document, c'est que ça serait bien qu'il n'y ait pas une adaptation du programme, c'est son approche à elle, mais une acceptation, c'est-à-dire le sachant. On sait que lors d'une fluctuation, ne pas s'autoflageller, Ouais. parce qu'on sait qu'on est dans une fluctuation hormonale. Donc, c'est ça, la chute de progestérone ou le pic de progestérone, il change nos résultats sportifs chez les femmes. Donc, c'est comme ça. Et le comprendre, on commence à le comprendre en fait. Et il y a des spécialistes pour les femmes qui sont vraiment très bons ici au Québec et qui en parlent. Donc, De plus en plus, en tout cas. de plus en plus, oui. Donc, pour un peu finaliser vos connaissances par rapport aux hauts et bas, je pense que ça en ferait partie aussi que je trouve intéressant. Puis là, si j'ai bien compris tout ce qu'on a jasé aussi aujourd'hui, c'est que pour monter assez haut, il faut descendre parfois un peu. Oui. La surcompensation. Oui, la tension de l'élastique, de la casser, là, quand tu parlais de casser les fibres au niveau musculaire, puis d'avoir une récupération, puis là, on risque d'avoir des meilleurs résultats. On a vu aussi que des fois, dans les solutions ou les interventions qui sont bénéfiques au niveau de la santé mentale, de cibler des objectifs de maîtrise plutôt que des objectifs de résultats va t'aider au niveau de ton sentiment de compétence. Si on dit sentiment de compétence, on va aller toucher la motivation. Fait qu'on n'est pas dans l'autoflagellation. Exact. Mais aussi, Khalil, quand on parle de notre batterie, là, puis notre motivation, il y a un moteur puissant, OK? Qu'on n'a pas encore parlé, c'est le groupe. Oui. Le sentiment d'appartenance. Puis, en fait, des fois, pour gérer nos propres tempêtes internes, là, l'impact que ça peut avoir d'être dans un groupe, de sentir que tu appartiens à quelque chose, ça peut être positif. Exactement, exactement. On le voit dans les gyms de CrossFit, les cours de groupe
peu importe le groupe de sport, les clubs de course, les clubs de maîtres en natation et tout, il y a une cohésion et ça aide énormément pour nous pousser à y aller d'abord. Ben oui, puis si tu dis juste, hey, mon ami, on s'en va s'entraîner ensemble au gym? Ouais. Probablement qu'on va plus y aller que si on y va toute seule. Oui, pour plusieurs personnes, c'est comme ça. Oui. En fait, cette jasette-là va se faire à notre dernier épisode pour la saison 1, pour l'épisode 6. Oui. On va parler un peu de la science du sentiment d'appartenance, l'impact du groupe. Est-ce que je cours plus vite en groupe? Est-ce que Et pour sûrement plus souvent en groupe. tu as raison? Ouais. Plus vite, je ne sais pas, mais plus souvent, oui. On va en discuter. Oui. Donc, on se voit la semaine prochaine. Oui. Et pour clore ça, je dirais qu'on ne peut pas battre nos résultats chaque course. Non. C'est impossible. Donc, chercher le PB chaque course, c'est impossible. Gagner tous les matchs, c'est impossible. Donc, il y a toujours des hauts et des bas. Ouais. Et j'irai plus loin. Sans les bas, les hauts seraient moins bons au bout. Tu as raison. Oui, sans les bas, les hauts seraient moins... Si je gagne toujours, je serais blasé. Tu as raison. Donc, les hauts et les bas dans les courses, ça existera toujours. Et c'est ce qui fait la beauté du sport. C'est pour ça qu'on se déplace pour aller regarder du soccer, du hockey ou une course de natation, donc, ou d'athlétisme. Donc, c'est ça. Ben, Merci beaucoup, Anne-Marie. merci, Kyle, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye. Bye.